les gens, est-ce que vous êtes prêts? Alors à skip, alors regardez. Donc voilà, nous à la base, on voulait regarder que ça. Parce qu'apparemment, c'est choquant, tout le monde nous l'a envoyé. Mais du coup, on s'est dit pourquoi pas les découvrir, parce qu'apparemment, dans la vidéo, ils se présentent, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc les deux nouveaux chroniqueurs, donc il y a lui que vous avez déjà vu pour certains. C'est ça. Qui est d'ores et déjà fameux pour ses opinions. Ah oui, il est déjà, lui, il est déjà légendaire, lui. Assez peu pro-palestinienne, on va dire. Oui. Et il y a elle qu'on connaît pas du tout, donc no judgment, on va voir sur place. Mais regardez les gens. Et en fait, ce qui nous a convaincus, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on regarde un extrait, est-ce qu'on regarde un... On regarde les coms et on voit quoi? Pour les Jean-Michel Podcast, le top com, mais je vous adore, mais j'ai hâte du react de Dany Eraz. Cœur. Le top com de la vidéo. Ça me fait mourir. C'est le top com, hein. Genre. Ah oui, c'est vraiment le top com, littéralement. Vraiment, à la limite, je me sens mal pour Jean Massier, quoi. Ah ouais. Donc on va voir ce qui se passe. Mais attends, vite fait, on regarde ça pour se teaser déjà. Parce qu'apparemment, c'est un truc bien golemon. Ça va peut-être nous donner envie d'écouter. Il y a un point où je trouve qu'en revanche, il y a une incohérence, mais qui est répétée depuis 6 ans, 7 ans maintenant, sur la question budgétaire. J'avoue que je rejoins assez Emmanuel Macron quand il a dit ce sujet qui a fait polémique. J'avoue que je rejoins assez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, a dit. Je rejoins assez Emmanuel Macron. Oui, j'avoue que je le rejoins assez. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron. Voilà. C'est étonnant. Oui. Polémique, la question du pognon de dingue. En quoi je suis assez d'accord? Parce que nous avons... la tête d'Usul, il a fait... Usul, il est en base... Oh, j'ai jamais vu cette grimace encore. Oui, de fou. Il a débloqué une nouvelle mimique. Ah, il est choc-barre de baiser. Il est choc-barre de baiser. Usul est choc-barre de baiser. Regardez cette tête. Wow. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les citoyens peuvent aller... voir l'administration et demander des comptes sur l'emploi des deniers publics. Nous avons les prélèvements... Elle a l'air dure cette saison, Usul, là. Ah ouais, Usul, il est en dépression. Obligatoire. Il doit être en Gaspard G, me manque. Ah ouais, au moins, il était un droitos, mais il était un peu inoffensif. Nous avons une pauvreté dans ce pays qui est à un niveau assez historique, qui ne diminue pas, qui au contraire a tendance à augmenter de façon inégalitaire, c'est-à-dire qu'on augmente les retraites de 4,8%. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est parce que les insoumis que t'aimes pas sont au pouvoir, ou le Macron que t'aimes bien, il est au pouvoir, lui? Non, c'est juste pour te poser la question. Les pensions de retraite, mais les jeunes qui sont dans les files d'attente, on ne fait rien. On dirait que l'argent s'accumule quelque part. Il doit être quelque part. Hein. Manifestement, il est pas chez les pauvres, vu que les pauvres, il l'a très bien dit. Macron. Absolument. Plus on leur donne il reste pauvre. Qui s'enrichit? Alors ça, j'ai pas forcément de réponse. Il a pas de réponse. Si on dit les riches, les propriétaires en ce moment, je n'ai pas de réponse. Moi, il y a des gens qui il a rien à dire. Alors c'est pour ça que je vais élargir un peu le sujet. C'est pas c'est les boomers aussi. Ah, c'est une question de génération. Je pense c'est toujours la génération avec eux. C'est les vieux qui ont l'argent. C'est ça. Tu sois de gauche ou de droite, c'est toujours la génération. C'est pas un problème. Ben oui, il y a pas d'autre problème. C'est juste les vieux, ils ont toute la thune en fait. Vous aviez pas compris les gens. Ah, j'en peux plus. Mais en fait, c'est juste les vieux, c'est les boomers. C'est les boomers. Vraiment les boomers. Usul, il remet sa vie en question. Bon, on va regarder un peu les golemons là. Salut. Ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Bah de même, ça fait plaisir d'être là. Bah écoute, c'est cool, Raphaël, t'es journaliste et tu es cofondatrice de la Cité des Chances. Ouais. C'est quoi Cité des Chances? Cité des Chances, en gros, c'est une asso qui a vocation à faire en sorte que les jeunes de banlieue et de quartiers populaires s'intéressent à la politique. Ouais. Faut faire attention, Usul, il va peut-être pleurer là. Usul a pleuré en stream tout à l'heure, mais non, il a pleuré pourquoi? Attends, quoi? On voyait le clip? Le clip. Usul pleure pour les banlieues, quoi? C'est quoi les... Waouh, petit... Ah, c'est le truc le plus blast que j'ai vu de ma vie. Usul pleure pour les banlieues. Non mais attendez. Avouez que... Mais les gens... Moi, là-bas, je suis vraiment en mode innocent. Je suis en mode, j'ai regardé Usul tranquille, c'est Raz, il est malveillant. Et vous dites, il a envoyé le truc. Non mais,
Je vois le mood, t'as regardé un docu, il y a un dessin animé bizarre, il y a la petite musique et tout. Ouais, c'est un bon, ouais. Il y a un arabe qui vole. Animé en mode Métropolis, je sais plus comment ça s'appelle. Mais qui est Jenny qui a eu plané tous ces noms-là? Non, mais après, les gens rappellent que c'est pas Usul qui nous fait rire, que le contexte de les gens, ils nous envoyaient ça. Bah avec le clip qui s'appelait Usul pleure pour les banlieues, où il y avait 20 secondes sans contexte. Des ateliers pratiques dans tout ce qui est lycée, maison de jeunesse, dans la rue, en fait un peu partout. Là, on trouve des jeunes. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on existe maintenant. On est dans toute l'Île-de-France et on espère bientôt élargir à d'autres régions. Voilà. Et bah c'est super, tu es par ailleurs élu local dans la ville de Fos. Ouais. Énorme, ça. Bah, du coup, concrètement, c'est quoi? Vas-y, explique-nous. Concrètement, c'est quoi? Bah, en fait, du coup, je fais partie du conseil municipal, donc je suis dans la majorité. Quelle partie? Là, au dernier sénatorial Pierre Barros. Dans le Val d'Oise, ouais. Pardon, excusez-moi. C'est quoi le parti? Quel parti? Pierre-Emmanuel Barros qui balance des rumeurs. Communiste, républicain, citoyen et écologiste. Ok, ça a l'air d'être la ligne PCF pro-NUPES. Je pense que c'est PCF pro-NUPES, j'ai l'impression. Mais gauche pluriel, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait la NUPES avant l'heure, ils étaient en retard en fait. À la gauche, on a fait la NUPES avant l'heure. Merci à toi d'être avec nous, Lorraine, très content de t'accueillir sur ce plateau. On est aussi avec nous. Ouais. Belle invention. Ah ouais, ça marche de fou la NUPES, sinon. Moi, je trouve que c'est un truc c'est bien fonctionnel, on va dire. Dans l'actualité cette semaine, on va être rejoint, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, on va être rejoint par un 3e chroniqueur, lui aussi un nouveau, presque un nouveau à qui on a proposé de venir, c'est Raphaël M. Salem, qui était invité il y a 2 semaines quand on a parlé de la situation au Proche-Orient. Et là, il s'est dit, après la polémique qui s'est engendrée, il est super ce gars. Ah ouais, il est vraiment bien lui. Il s'est dit, c'est bien. Ils sont venus faire de la propagande sur mon plateau. Mais en fait, j'ai l'impression. Et dire des trucs borderline racistes, on va les réinviter. Jean Massy, il a des commentaires qui lui disent un truc, ça c'était pas bien, il fait exprès d'y aller. Ah ouais, peut-être son plaisir. Moi, c'est ça ma théorie complotiste. Le chat est passé en second lit après une série de A en majuscule. A. Chers amis, on a une actualité particulièrement brûlante et c'est toujours pareil depuis 15 jours, c'est la situation au Proche-Orient. Il se trouve que Emmanuel Macron, le président de la République, est actuellement en déplacement au Proche et au Moyen-Orient. En Israël, il est allé. Dans les territoires palestiniens, il est allé. C'était lundi. Il a annoncé, par exemple, vouloir élargir la coalition contre Daesh à une coalition internationale contre le Hamas. Tiens, c'est bien, on lit les deux en plus, c'est bien. C'est bien, absolument tout le monde. Il y a même eu un démenti de l'Elysée pour dire non, l'écoutez pas, il dit des conneries. Et puis ensuite, il a redit un peu. Ça, c'était le gros truc ridicule de la semaine, ça. Genre le truc où Macron il est arrivé, il a dit n'importe quoi et t'as les mecs qui comprennent un peu ce qui se passe un peu plus que lui à l'international qu'on dit oula, qu'est-ce qui nous a sorti comme dinguerie lui? Non, on va pas faire ça, arrêtez. Genre là, ils sont passés pour des cons de fou là. Ils sont genre, c'est vraiment. Mais ça, c'est très Trump. Il y a quelqu'un, je sais plus qui a dit, on dirait Trump, où il disait des trucs et ses équipes devaient rattraper les conneries qu'il disait en s'en battant les couilles. Genre vraiment typical quoi. Après, Macron, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Oui, l'incompétence des fois de Macron, genre, elle est révélée dans des moments comme ça. On est à un moment important. Est-ce que tu penses, Usul, qu'il avait raison de se rendre sur le terrain, Emmanuel Macron? C'était un peu un passage obligé, mais c'était pas non plus un passage très attendu par les acteurs locaux qui en ont à peu près rien à foutre de ce que Macron va venir. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas une La France, parole. ça compte pas, tu penses? Ça compte plus. Ça compte plus. La parole, elle est alignée plus ou moins. Alors voilà, ça... elle est alignée. Ah oui, il a raison. Si, en fait, c'est que faut pas se tromper. Par exemple, le fait que Israël ait développé autant de moyens de propagande en France, c'est aussi pour faire bouger l'opinion publique et pour rendre légitime le soutien français à Israël. Parce que même si bien sûr que la France n'a pas le poids diplomatique qu'elle avait à l'époque, ça reste quand même un pays, quand tu l'as dans ta team, ça aide beaucoup, tu vois. Genre, c'est pas non plus, on peut rigoler, tu vois, sur Macron, etc. Mais c'est quand même un vrai bail qui veut dire quelque chose, quoi. Mais oui, et là où il a raison, Usul, c'est de dire, mais de toute façon, ça y est, c'est aligné. Genre, c'est pas important parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il y a 15 jours, quand on a abordé ce sujet-là, on parlait du caractère structurant de ce débat en France. Qu'est-ce que toi, t'en as observé, Lorraine, de l'effet qu'a, alors peut-être pas cette visite d'Emmanuel Macron, mais du groupe. Alors attends, on est d'accord que là, la nouvelle, elle était en mode oui, moi j'ai un truc un peu gauche pluriel, on parle des trottoirs, tranquille. Oui, le chien écrasé, le rond-point fleuri, c'est bien le rond-point fleuri. Sur la guerre structurelle. J'arrive, Après, on va pouvoir juger directement. On va aller direct dans la sauce, quoi. Mais limite, j'ai un peu de pitié, j'ai un peu d'empathie presque.
peut-être pas cette visite d'Emmanuel Macron, mais du gloubi-boulga diplomatico-humanitaire qui est en train de se mettre en place. Gloubi-boulga diplomatico-humanitaire. Tu vois, ça c'est bien. On voit bien les gens qui viennent du milieu de l'associatif quand ils doivent parler d'un conflit de cette ampleur. Ah ouais, ouais, c'est compliqué. Hein. Ils vont devoir faire quelques AG là. Ils vont devoir voter là. Bah, en fait, la visite d'Emmanuel Macron, elle était forcément attendue. Mais le truc, c'est que oui, effectivement, sa déclaration a pris tout le monde de court, ça c'est sûr. Mais effectivement, le président, en fait, en termes d'affaires étrangères, ça reste un peu le big boss. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, même si c'est là que j'entends le gloubi-boulga, moi. Je l'entends. Ouais, d'accord. Tu vas où? Pris de court, il fait ce qu'il veut. Après, là, le truc, c'est que pour moi, c'est un peu flou tout ça, parce que d'un côté, on a eu, du coup, en France... C'est un peu flou. On a eu Yael Braun-Pivet, du coup, qui disait... La présidente de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale qui disait, en gros, Israël a le droit de se défendre, etc. Il y a, même au prix de vie civile, hein, carrément. Enfin, Yael Braun-Pivet est allée assez loin dans ses propos, effectivement. C'est ça, mais du coup, elle a été soutenue ensuite. Oh putain, c'est comme d'hab avec Basit. Hein. Je sais pas si j'ai envie de dire heureusement qu'Usul est là ou pourquoi Usul est là, en fait. C'est les deux questions qui me torturent à chaque fois que je regarde cette émission. Oui, c'est ça. C'est qu'heureusement qu'il est là parce que t'as l'impression qu'ils osent pas dire quoi que ce soit, mais en même temps... Suite par Elisabeth Borne, même si elle a un petit peu tempéré quand même, je trouve. Elle a plus, dit, elle a un peu plus parlé des victimes palestiniennes, etc. Mais je trouve qu'elle a, elle a pas non plus démenti totalement ce qu'elle a dit. Donc, en fait, au final... On est bien avancé, dis donc. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est flou, quoi. Elle est flou, aussi floue que c'était flou, quoi. Elle a un peu dit non, mais en fait, elle a dit oui. Donc, en fait, non. Pas trop quoi... Enfin, moi, en tout cas, je sais pas trop quoi en ressortir, au final, parce que... c'est bien, y a rien à dire. Alors, prévient de tout ce qui est offensif sur le terrain, sur terre, mais il demande pas le cessez-le-feu. Donc, c'est le en même temps. Biden aussi avait essayé justement de faire en sorte que cette offensive soit retardée parce qu'elle complique tous les marchandages qu'il peut y avoir avec les otages qu'il s'agirait quand même de libérer. Et si on bombarde tout n'importe comment, les tunnels, les machins, les otages sont probablement dans les tunnels. Et voilà, c'est donc Biden avait fait un peu la même chose. Alors, donc il s'agit de... A priori, ils sont dans un mood de les otages, au pire, tant pis, quoi. Et notamment, c'est une doctrine de l'armée israélienne où, par exemple, alors ça, c'est vrai pour l'armée, où quand tu es dans l'armée israélienne, si des soldats sont en risque d'être pris en otage, c'est même conseillé de les buter directement, tu vois. Donc, il y a un peu une stratégie militaire de dire que de sacrifice des otages. Donc, normalement, c'est pour l'armée. Là, ils auraient commencé à l'appliquer. Par exemple, il y a commencé à y avoir civil, c'est pas pareil, non? Alors, justement, et en fait, notamment les gens des kibboutz commencent à raconter que quand l'armée israélienne a commencé à intervenir, que globalement, ils ont tiré dans le tas, quoi. Et que, il y a eu quelques balles qui sont passées aussi sur des civils de chez eux, quoi. Mais et que ça s'appelle la doctrine, je sais plus quoi. Mais c'est genre, dites-vous, c'est sur Wikipédia, ça, c'est un vrai truc. Parce que là, si je m'en tiens... Voilà, Hannibal Directive. Mais voilà, quoi. Mais après, c'est pas clair non plus. Parce que bon, parce que moi, si je m'en tiens à ce que j'ai entendu temps non plus, quoi. Ces derniers jours, là, sur Parole d'honneur, c'est que justement, là, le fait d'avoir attaqué des civils, ça fait aussi flipper justement les Israéliens qui se vantaient d'avoir une armée forte, des services secrets surpuissants et qui ne risquaient presque aucune attaque justement sur leur territoire. Et là, comme ils en ont pris une, tu vois, je pense que c'est un vrai impact dans la société. Donc si derrière, ils en ont rien à foutre de leurs otages, ça me paraît un peu bizarre. C'est que je pense que si il y a un move important à faire qui sacrifie des otages, peut-être qu'ils feraient le choix, mais faut pas non plus dire qu'ils sont en mode full balek. Après, en fait, là, sur cette question-là, les infos sont très difficiles à suivre. Pareil, tu vois, il y a eu, par exemple, il y a eu un gros événement qui a beaucoup fait parler, on va dire, des deux côtés du sphère pro-palestinien et pro-israélien, une meuf qui a été libérée et qui est une meuf de gauche, un peu une militante pour la paix israélienne, et qui a eu un discours un peu en mode j'ai été bien traité, le gouvernement fait n'importe quoi, la guerre, etc. Tu vois. Et après, il y a des gens qui disent que elle dit ça parce que un peu sous pression pour que les otages qui sont encore là-bas se fassent pas tuer. Tu vois, donc tu sais, c'est vraiment bon là, tu sais, on est dans le truc où ça se passe en ce moment. Donc prendre des positions équivoques sur le sujet me paraît très risqué.
Donc, je commencerai pas à dire des trucs en mode vous voyez bien, enfin tu vois, je resterai très méfiant sur ça quoi. Son mari est encore otage, voilà, notamment l'un des arguments c'est que son mari y est toujours, tu vois. Donc je me méfierais du truc, enfin voilà, c'est compliqué, c'est complicado. Mais on fait quoi aujourd'hui? Là j'ai vu Amnesty aujourd'hui qui appelait un cessez-le-feu immédiat, la situation même humanitaire, sanitaire, c'est-à-dire même pour les gens qui n'ont pas été bombardés, même si vous n'avez pas été tués, vos enfants n'ont pas été tués, vous avez eu jusque-là, vous avez eu du bol, il n'y a pas d'eau, les hôpitaux ils fonctionnent avec normalement des batteries où il y a besoin de carburant pour faire fonctionner le truc. On interdit toute rentrée de carburant. En temps normal, c'était 500 camions qui arrivaient par jour pour ravitailler Gaza, qui est sous blocus, qui est sous un blocus illégal. Il n'y a même plus d'essence, Depuis des années. Et là, maintenant, en ce moment, c'est 50 camions qui passent au compte-gouttes. Donc les gens vont avoir faim, les gens vont devenir malades, très certainement, parce que l'eau est pas bonne. Et où est la parole de la France, là, qui, je pense, aurait du mérite à affirmer une voix forte là-dedans? Et surtout, c'est qu'il y a une radicalisation de la droite israélienne sur le sujet, tu vois. Notamment, là, tu as eu un move qui a été fait, une trend qui illustre bien le truc, où tu as des influenceurs qui s'amusent à se moquer, tu vois, par exemple, une meuf qui allume la lumière dans sa salle de bain et qui prend sa douche en se moquant des Palestiniens qui n'ont plus d'électricité et plus d'eau. Des influenceurs qui se déguisent en Palestiniens, en se faisant des monosourcils, en se faisant des fausses taches de sang en rigolant, en faisant croire que, tu sais, en montrant des bébés en poupée, comme si toutes les vidéos palestiniennes des bébés c'était des faux morts, etc. Tu vois, il y a vraiment un truc, tu vois, des plus radicaux de la droite israélienne sont vraiment dans, toi, ils sont saisis d'un truc. Bien Gabi. Gabi, c'est dans l'Attaque des Titans. Les gens, si vous n'avez pas la ref, regardez la série, vous l'aurez. Voilà. Lorraine. Mais pourquoi vous me demandez mon avis? Mais parce que tu es chroniqueuse. Tu sens qu'elle est en mode vous pouvez pas discuter entre vous et j'écoute. En vrai, ça me fait trop rire. Bon, franchement, je sais même pas quoi dire parce que c'est en fait c'est vraiment le même. C'est chaud. Après, c'est la première. C'est le sujet le plus dur, mais. Non, mais attends, genre en ce moment, tu te renseignes. Genre je veux dire, c'est quoi, c'est quand même. C'est quand tu milites et que c'est le fait d'actualité actuel le plus vénère. Normalement, genre t'as un peu réfléchi au bail, quoi. Tu vois, genre t'es pas en mode. Enfin, je sais pas. Bon, ok. Force à elle, hein, la pauvre, hein, mais. En même temps, parce en plus, parler de ces sujets-là quand tu sais pas quoi dire, c'est horrible. Donc j'ai de l'empathie quand même, tu vois, genre c'est. Ouais, mais du coup, tu déclines poliment avant ou tu c'est ça, tu viens pas, quoi, c'est ça. Après, je comprends, le sujet est pas facile en plus pour une première, mais d'un autre côté, t'es en mode. Bien sûr. Oui, du coup, tu viens pas le jour. Choix, là. En plus, je me disais, j'ai un peu plus d'espoir, vu que je sais que déjà qu'il y a un Golemont, tu vois. Oui, il arrive donc bientôt, là, t'inquiète. Donc je suis en mode. Non, mais en plus, genre, c'est de la limite si t'as pas grand chose à dire là-dessus, soit, mais tu viens pas le jour où t'as une heure sur ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Golemont, quoi. Bah oui. Il met pas de stop sur le fait qu'on les bombarde, mais du coup, après, il envoie de l'aide humanitaire. Tu l'as déjà dit. Je pense que lui-même, il sait peut-être pas sur quel pied danser, en fait, finalement. Bien sûr que si. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si. Ouais, et puis je trouve que c'est pas tellement le en même temps que ça. Hein. C'est quand même beaucoup Israël, puis un peu la Palestine pour faire genre. C'est quand même ça le en même temps. Non, mais moi, je pense aussi, qu'il y a vraiment. C'est ce qui a l'air de ressortir aussi de pas mal de gens. Et puis même Cassandre, lui, sur les questions internationales, il a quand même bien travaillé. Et sur le truc il y a eu une impression d'une possibilité, ce qu'on a répété plein de fois, mais je veux dire l'impression d'une possibilité d'une hégémonie sur la question et qu'on allait pouvoir, que Israël était totalement légitime à agir et que tu vois c'était un moment un moment où l'opinion serait largement en accord avec des actions militaires, en sous-estimant la violence des actions militaires d'Israël. Et là, il se retrouve avec l'opinion qui en réalité ne suit pas, et en plus Israël qui est, je pense, bien plus violent que ce qu'ils imaginaient. Du coup, ils se retrouvent pris entre leur soutien très franc du début et le fait qu'ils s'imaginaient pas que ça irait aussi loin. Du coup, c'est un peu, tu vois, il y a un truc qui est compliqué, quoi. Là, Yael Braun-Pivet s'est rendue directement sur le terrain. Elle l'a justifié en faisant remarquer qu'elle s'était rendue sur le terrain à Kiev dès le début aussi de la guerre en Ukraine. Donc peut-être qu'on est en train de voir effectivement une nouvelle diplomatie parlementaire. Le truc que là, je trouve, c'est pas de la diplomatie. En fait, moi, je pense aussi que après ça serait à vérifier des gens qui. Moi, je pense que c'est même divisé à l'intérieur du gouvernement.
c'est même divisé à l'intérieur des forces. Tu le vois sur les déclarations de Macron, tu le vois même sur le fait d'être allé en Israël, la présidente de l'Assemblée. Il y a aussi des gens qui sont très silencieux. Et c'est précis leur silence, parce que tu as des gens qui sont vraiment dans du turbo-soutien, etc. Mais je pense que même, tu vois, tous les vieux pontes, notamment, qui sont dans les ministères, tu vois, c'est-à-dire pas forcément les élus, mais plus, tu vois, tout ce qui est dans les ministères, tous les gens un peu aux responsabilités, notamment aux responsabilités sur les questions internationales. Je pense que c'est des gens qui sont dans une galère, qui sont pris dans un truc de savoir qu'ils font tous de la merde au gouvernement, notamment Macron, voilà, tous les hauts fonctionnaires, etc. Et qu'ils sont un peu baisés entre le fait de devoir tenir le bateau et faire ce qu'ils ont à faire, mais en même temps voir les gens qui font que des erreurs, qui les mettent dans des sauces de position, quoi. Tu vois. Et puis même par exemple aujourd'hui De Villepin qui est allé à la télé pour leur faire une leçon, genre tu vois, ça c'est des trucs où c'est sûr que ça leur fait mal, tu vois. Genre De Villepin, il y a plein de trucs où il est critiquable, tu vois, mais il y a un truc sur lequel il est plutôt respecté, notamment par ces gens-là, tu vois. C'est-à-dire que quand même il y a son droit, sur ça, centre droit, c'est ça, droite, centre-droit, centre-gauche, et même une partie de la gauche, il a une parole qui compte en diplomatie. Raphaël M. Salem, merci à toi d'être avec nous ce soir. T'inquiète, t'as eu un problème dans les transports, il n'y a aucun problème. Ah ça y est, là on va avoir les masterclass là. Attention, les masterclass arrivent. Ça va être incroyable. Le plaisir va commencer. Raphaël, je te présente rapidement, tu es responsable d'études au sein d'un think tank qui s'appelle Génération Libre. C'est quoi Génération Libre? C'est quoi ton parcours? Explique-nous. Alors, Génération Libre, c'est un think tank. Un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que... Oh, le chat. Bon. Oula. Ah yes. Ah yes. Faites-le taire. Waouh. Ah mais après, c'est ça, tu veux aller sur Twitch. En fait, c'est le paradoxe aussi de Jean Massier, c'est le plaisir. Tu vas aller sur Twitch, à chaque fois ça dit ouais, Twitch, il y a un rapport au spectateur, au direct, on sait tout de suite ce qu'ils pensent. Ils peuvent exprimer leurs opinions. Et quand ils le font, ban. Produit des rapports qui visent à faire des propositions concrètes de politique publique sur les libertés publiques, sur l'état de droit, sur la santé, sur l'économie. Et le but après, c'est il a dit Génération Libre de coloniser. Allez, pas. Et auprès des médias et auprès des décideurs politiques, pour tout simplement essayer de défendre... En tout cas, lui, il faut toujours le mettre là. Il faut toujours le mettre devant l'écran, il y a le chat. C'est vraiment important pour l'esthétique de l'émission. Surtout, le mets jamais de l'autre côté, s'il te plaît. Ah ouais, il est au meilleur endroit, là, clairement. C'est un think tank libéral. Oui. Tu es toi-même un libéral. Tu peux nous expliquer ce que toi tu mets... Pas forcément mais je suis curieux. Qu'est-ce que tu mets toi derrière la notion de... Du coup, t'as raison. Là, je trouve que t'as raison parce qu'il en met... Mais non, t'inquiète, c'est pas un gros mot. Justement, j'en veux un. Je veux un vrai libéral. Je veux un libéral. Un libéral qui s'assume. Ça se trouve pas. C'est tellement dur de s'assumer. Du libéralisme, tel qu'il était conceptualisé par John Locke, Benjamin Constant, John Rawls, c'est l'idée que du fait d'être un être humain, on a une dignité, des droits politiques afférents. L'ensemble des droits politiques qui sont reconnus par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vise précisément à reconnaître cette phrase de Paul Ricoeur que Emmanuel Macron a d'ailleurs oublié dans sa réforme du RSA, que quelque chose est dû à l'être humain, du seul fait d'être humain. Et je pense que c'est ça être libéral, c'est la défense du propre, la défense du sujet, et ça passe par tout un tas de dénominations, les libertés publiques, assurer un revenu d'existence pour tous, allier les libertés personnelles. Lui, ça se voit, mais c'est un libéral revenu de base. Du coup, je pense qu'il se pense à la gauche de Macron. Parce que c'est un libéral. Moi, je suis un vrai libéral car je pense d'abord à l'épanouissement du sujet, de l'individu. Ok. Après, les libérales, ils aiment trop faire des longues phrases pour dire que globalement, ils aiment bien protéger la liberté des individus, mais ils en font beaucoup moins pour dire qu'ils aiment trop le fric aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ils aiment bien avoir plein d'argent dans le système capitaliste aussi, quoi. Le lundi, on a eu aussi la prise de parole de Marine Le Pen qui apportait un soutien à Israël. Elle a critiqué la position de Macron, trop européen, trop proche des États-Unis. Il faut une voix de la France autonome, indépendante, beaucoup plus gaulo-mitterrandiste que ce que fait Emmanuel Macron. Après, est-ce qu'il faut s'étonner du franc soutien de Marine Le Pen à un État ethno-nationaliste? Je pense que ça matche aussi avec certaines représentations qu'elle peut avoir. C'est pas ça qui est précis, c'est que justement, en fait, la position de Marine Le Pen, là où elle est maligne, c'est que, évidemment, qu'elle soutient Israël pour 1000 raisons, mais en même temps, elle se place en position singulière au sein de la droite, en étant un peu moins va-t-en-guerre, en se plaçant comme raisonnable. C'est qu'en fait, là, elle, encore une fois, elle sert de la séquence
pour continuer sa strate de respectabilité et de devenir un parti mesuré, qui prend des positions un peu réfléchies, etc. quoi. Et d'ailleurs, ça classique de la droite quand le gouvernement fait exactement ce que toi tu ferais aussi. C'est que tu critiques sans critique tout en, tu vois. C'est ça. Et du coup, et d'ailleurs, ça divise au sein de son parti. Et pour l'instant, elle arrive à garder les gens sous silence, mais il y a plein de gens au sein de son parti qui sont pas du tout sur cette ligne-là, tu vois. Et genre, elle, vraiment, elle est toujours dans son même truc de se faire un peu oublier, de paraître mesurée, etc. Elle baise les gens là-dessus. Un jour, ça va exploser, mais... C'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Donc, dans une certaine mesure, les libertés que s'offre là le gouvernement israélien dans sa riposte, elle aimerait bien pouvoir avoir la même si jamais il y a une crise, etc. Enfin, c'est une culture politique commune qui est celle de l'État autoritaire d'extrême droite. Les musulmans, en tout cas les plus radicaux, sont les figures d'un renversement civilisationnel. Et donc, dans ce cadre-là, Israël, pour elle, incarne une forme de rempart au djihadisme, etc. Mais c'est là où il y a une hypocrisie, c'est que, et c'était rappelé hier, il y a le président de l'UEJF qui était l'Union des étudiants juifs de France, convoqué dans le groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, et il a eu un représentant du Rassemblement national à qui il a renvoyé à son passé, à ses rapports établis avec Axel Lousteau et Chatillon, pour dire que là-dedans, il y a une très grande hypocrisie de la part de Marine Le Pen. Lui, en gros, sa strate, c'est de se placer vraiment en position libérale, de se placer comme l'alternative à l'extrême droite qui est hypocrite et vraiment raciste, et à l'extrême gauche qui elle aussi est hypocrite et vraiment raciste. Et en fait, lui, il est vraiment dans le nini, tu vois. Ça veut dire que un jour, il va tweeter que l'extrême droite, de toute façon, il mente et à la base, c'est des racistes, ce qui est vrai. Et après, il va dire des trucs genre son tweet épinglé, c'est de dire que la France insoumise est l'un des plus grands dangers. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit sur le plateau. C'était la France insoumise, l'un des plus grands dangers pour tous les juifs de France, parce qu'ils leur mettent une cible, etc. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ça, c'est vraiment leur position. L'UEJF, c'est ça, tu vois. Et c'est aussi, tu vois, vraiment le pro-Israël à visage humain, quoi. Comme la meuf, là, Anna Assouline, je crois, elle s'appelle, je sais plus, tu vois, qui n'a pas de drapeau, mais quand même, elle en a un peu quand même, quoi. Elle n'a pas de drapeau, mais Israël, c'est décolonial, quoi, tu vois. Donc tu sais, c'est vraiment cette position. Ouais, c'est cette strate, c'est le nini, quoi, aucun extrême. Du coup, je suis bien au centre, quoi. Bon, ok, on la connaît. Ça. Et au final, au centre, au moins, qui relégitime. Au moins, dans ce cas-là, c'est quand même un minimum basé bien de sûr, rappeler bien sûr. évidemment que le RN qui font d'un coup les pro-israéliens alors qu'il y a nombre d'antisémites dans leurs alliés, et puis l'histoire même du parti qui est le FN, on le sait, a été fondé par des nazis, et Jean-Marie Le Pen. Ça c'est tellement réel, de fou. Donc voilà, genre évidemment, tu vois, ça reste toujours ça à redire, mais oui, voilà. Mais en dernière analyse, ils servent toujours à relégitimer Israël, et notamment dans ses plus grandes exactions, quoi. Tu vois, parce que lui, il a des grandes diatribes sur ça. Mais quand on lui a posé la question des exactions et des crimes de guerre de l'armée israélienne, sa seule réponse, c'était c'est un sujet, pour ne jamais en reparler. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment une position c'est un sujet, quand même qui est pas tant nini que ça, au final, tu vois. Lorraine, toi, tu as été surprise aussi par une déclaration de Gérald Darmanin sur, je cite, le djihadisme d'ambiance. Tu peux nous en parler? C'est quoi cette histoire? Totalement. En fait, Gérald Darmanin, donc en tant que ministre de l'Intérieur, il a rencontré les autres ministres de l'Intérieur européens suite aux attentats qu'il y a eu en France, avec le professeur qui a été malheureusement assassiné. Et en fait, il a utilisé du coup le terme djihadisme d'ambiance, en fait, pour faire un lien avec ce qui se passe du coup à Gaza, ce qui se passe par rapport à la guerre et ce qui se passe du coup en France. Alors même ça, que, en gros, à l'heure actuelle. En gros, ça, c'est un chercheur, je sais plus son nom, qui a inventé ce truc-là. Et du coup, la droite est un peu en train de sous-entendre que c'est presque un terme sociologique, voire scientifique. Ah, c'est Keppel, c'est ça. Et en fait, vu que ce gars-là a sorti ça, que c'est censé être un peu une référence sur le sujet, et en fait, t'as pas mal de gens qui ont travaillé vraiment sur le sujet qui disent que c'est un truc fumeux, déjà, qui a aucun sens. Oui, non, mais de fou. Non, mais c'est ça, djihadisme. Qu'est-ce que ça veut dire, genre... mais alors, d'atmosphère, c'est quoi? Non, mais en fait, ça, c'est de dire qu'en gros, tu vois, par exemple, qu'en fait, c'est pour créer une ambiance
pro-djihad, pro-djihadistes, tu vois. Genre, et tu vois, par exemple, genre, c'est des gens qui vont te dire que les positions de la France insoumise, ça rentre un peu là-dedans, tu vois. Ce genre de terme, tu peux l'utiliser pour dire aller dans, tu vois, ton deulier. Quand t'es dit, ah là là, je ne veux pas aller dans une manifestation où j'entends Allahu Akbar, c'est des gens qui diront, bah oui, ça, le ressenti de la pauvre Marine Tondelier, c'est qu'elle ressent, ça fait peser sur elle le djihadisme d'ambiance. Il y a de la récupération politique, en fait. Il se sert de cette situation pour, en fait, de nouveau, taper sur les musulmans. C'est Darmanin. Est-ce qu'on est choqué? Non. Je rejoins assez ce que vient de dire Lorraine. Et j'ai, pour ma part, été assez... comment dire, il y a eu cette séquence, vous savez, où il y a eu le takbir qui a été dit dans un rassemblement pro-palestinien il y a une semaine à peu près. Et tout le monde a commencé à hurler oui, attention, l'islamisme, machin. Je comprends que le contexte appelle à ce que certains signaux puissent faire peur et puissent déranger. En revanche, il ne faut pas mésestimer non plus le fait que le takbir est récité 5 fois par jour dans des mosquées, que c'est un chant, enfin un énoncé élémentaire de l'islam, et qu'en ce sens-là, on ne peut pas l'associer directement à une expression de terrorisme. Bah non, c'est sûr. Parce que si on le fait, on est en train d'expliquer qu'au fond, les musulmans... Tout musulman est un terroriste, quoi. Et en germe, en tout cas. Ouais, en germe, et puis, en fait, en gros, rester musulman dans le cadre privé. Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant. Moi, je crois beaucoup dans cette synthèse, parce que je la défends dans ma vie personnelle. Je pense qu'il y a une synthèse heureuse qui est possible entre la religion vie active religieuse et investissement dans la cité. Usul, quand on préparait l'émission, tu me parlais de ce que toi, tu observes que... Non. Pourquoi vous pétez des plombs, le chat? Je comprends pas. Parce que dès que ce gars parle là, ils sont méfiants, donc ils ont peur. Oui, je vous comprends, mais là, ça va ce qu'il a dit. Après, il est dans sa strate libère, mais bon, c'est un vrai libéral, quoi, du coup, aussi. Ah oui, c'est ça. Ok, il a l'air d'avoir clairement des hypocrisies sur son positionnement Palestine-Israël, mais... Explique-nous ce que c'est le takbir, Wissam. Pour moi, c'est prendre une bière, le takbir. Oui, pour moi, t'es que bière, pour moi. Pour moi, c'est une IPA dans un bar. Je pense que c'est pas ce qui se passe dans une mosquée. Je pense pas que c'est ce qui se passe 5 fois dans une mosquée quand on arrive à la mosquée. Oui, c'est ça. Sauf si on m'a menti. Mais... Après, peut-être, ça se trouve, ils nous ont menti. Ils nous disent, c'est chiant, on va dedans, on se met sur des tapis, t'as pas envie de venir. Et en fait, dès que tu vas, c'est la turbo-fête. Quand tu dis à l'Akbar, l'évocation d'Allah. Ok. Ah, du coup, c'était un peu aussi un truc, c'est aussi se placer en faux par rapport... Mais lui, je pense que sur ça aussi, c'est ce qu'il a sous-entendu, il l'avait expliqué, c'est que lui, il a l'air d'être quand même en mode... l'expression religieuse le dérange pas, tu vois. Parce que lui, je crois qu'il est très pratiquant, etc. Donc, sur ça... c'est logique qu'il ait cette position-là un peu. Et tu vois, et ça, c'est les trucs, les Marine Tondelier, quoi. À la Wakbar, ça les angoisse, quoi. C'est en train de, j'ai l'impression, moi, de ce que je vois sur les réseaux, et puis même dans les manifestations à proprement parler, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller à propos de jeunes qui ne se mobilisent que très rarement pour des causes internationales. D'habitude, l'Ukraine, bon, ça n'a pas mobilisé plus que ça. Voilà. Et là, il y a quelque chose, parce que ce conflit il fait quand même écho à beaucoup de choses, évidemment, de la société française. On l'a beaucoup rappelé, mais en France, il y a la plus grande communauté musulmane d'Europe, puis la seconde, je crois, communauté juive du monde. Donc, c'est évidemment, ça match avec plein de trucs. Mais surtout, il y a quelque chose qui, moi, m'a rappelé un peu l'engagement de la jeunesse pour le Vietnam à ce moment-là. C'est-à-dire un conflit complètement asymétrique entre un colonisateur ou ex-colonisateur, un conflit impérialiste où il y a le camp de l'Occident, etc. Et un conflit asymétrique. Sur l'utilisation des armes. Moi, j'ai rencontré à la fête de l'UMA un collectif justement sur le Vietnam et sur les trucs qui sont encore en jugement aujourd'hui, sur l'utilisation du dioxine 13, je crois, qui est un agent chimique où c'est encore un scandale. Et encore aujourd'hui, tu as des procès qui sont faits notamment en France sur ce sujet-là, etc. Et où le trade était en mode, ils refont à Gaza ce qu'ils ont fait au Vietnam. Voilà, l'agent orange, c'est ça. Ils refont à Gaza ce qu'ils ont fait au Vietnam. Pareil, le phosphore blanc, c'est le genre de technique qui était utilisé sur ça et tout. Donc c'était vrai. Le phosphore, ça avait déjà été utilisé de ouf par les États-Unis. Même le côté, aussi, gros, voilà, c'est ça, de fou. Ouais, de fou, c'est ça, tu vois. Genre, et du coup, genre aussi, même le côté de gens qui résistent en guérilla avec aucun moyen contre un appareil militaire hyper puissant. Enfin, tu vois, t'es obligé de faire le parallèle, quoi. Une injustice qui est perçue et qui fait que ça dépasse complètement presque la situation de là-bas. Il y a des valeurs qui sont engagées un petit peu de tous les côtés et j'ai l'impression que ça parle à une jeunesse qui évidemment fait des liens. Tu peux pas l'empêcher de faire des liens. Ça s'appelle penser politiquement la situation. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le Vietnam parce que le Vietnam a effectivement été un canalisateur et un engageur de toute une génération d'Américains, de jeunes Américains qui se sont politisés en fait simplement pour utiliser ce mot pour une fois. C'était une jeunesse qui était internationaliste et cet internationalisme aujourd'hui, il est peut-être un petit peu perdu. Il s'est peut-être un petit peu perdu et on est en train de le retrouver là sur ce conflit-là qui là en effet mobilise plus que je sais pas le Haut-Karabakh ou oui, c'est vrai. L'Ukraine, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lorraine ?
Ah, c'est aussi que. Ah oui, attends, oui. Oui. Non, c'est bon, elle a un truc à... Ça va. C'est bon, c'est bon. Appel à tout ce qui est, enfin, à ce qui concernait la guerre du Vietnam, parce que effectivement, enfin, il y a eu des manifestations, même si elles ont été interdites, puis, enfin voilà, la situation était un peu floue, et au final, au final, ça a été contesté par le Conseil d'État. Mais en fait, effectivement, ouais, il y a pas mal de jeunes qui partagent des posts sur Instagram. Et moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que il y a pas mal d'influenceurs qui ont été poussés à prendre la parole. En fait, et carrément des influenceurs qui ont été, et influenceuses qui ont été... J'ai l'impression qu'ils découvrent la street, en fait. Genre, vraiment, qu'ils découvrent, c'est ça depuis des années. Après, bon, ils y croyaient pas. Tu te rappelles, même quand on en parlait à Usul, il y a 3 mois, ils y croyaient pas non plus. L'étonnement qui est que sur les questions palestiniennes... Ah oui, c'est bon, mais non. Ah bon, vous êtes sûr? Mais gros, Kameto, des terres, machin, tu crois quoi? En fait, c'est ça, c'est que... non, parce qu'en fait, on a discuté avec des gens... Voilà, on leur disait, vous oubliez que la question palestinienne, il y a un attachement de plein de gens qui vous paraissent dépolitisés, notamment les musulmans connus. Ils vous paraissent dépolitisés et jamais parler de ça, mais il y a bien une question sur laquelle ils sont on va dire, attentifs, c'est bien la question palestinienne, quoi. Les streamers plus engagés que les rappeurs, même les rappeurs, il y en a qui parlent. Vous avez vu PNL, ils ont fait Crary, ils commencent un clip. Et il a mis un texte et ça m'a terminé. J'ai vu un commentaire qui a dit pas ouf le nouveau Star Wars. Ah, ça m'a terminé parce que c'est le texte. Mais ouais, mais on dirait qu'ils découvrent parce qu'en vrai, ça fait des années, quoi. Genre, je veux dire, même des drapeaux palestiniens dans des bios, dans des tweet names. Mais parce que c'est devenu un point aveugle. En fait, c'est ce qu'on expliquait. C'est que avant, il y a besoin. Là, il y a une accélération, un truc qui s'est passé, qui a saisi toute la société. Mais en fait, la situation à Gaza, ce que subissent les Palestiniens, c'est turbo quotidien. Et du coup, les gens ont appris à fermer les yeux et à ne plus le voir. Donc, comme tu dis, les drapeaux palestiniens, les références à la Palestine qui popaient régulièrement, même ces gens-là qui voient, qu'ils ont l'air de trouver surprenant qu'ils en parlent. En fait, ils en parlent souvent. Ils en ont souvent parlé. Il y a souvent des allusions à ça, tu vois. Genre, mais en fait, ils les voyaient plus. Ils font comme si ça n'existait pas. Tu vois, il y a un truc où c'est la surdité sur le sujet, quoi. Ouais. Non, mais ils ont redécouvert, je pense. Ils ont redécouvert. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, l'horreur que moi je suis en train de me dire, c'est qu'une fois que Gaza va bien être bombardé, que l'actualité internationale va repasser à autre chose, ils vont réoublier. Après, moi je suis quand même prudente sur le fait de est-ce que ça va vraiment politiser la jeunesse, parce que je trouve que, voilà, par exemple sur Black Lives Matter, par exemple, voilà, j'ai vu énormément de jeunes dans la rue, etc., etc. Après, est-ce que ça s'est traduit politiquement aux prochaines élections ou dans des engagements associatifs, etc. Aux États-Unis, c'est pas ça politiser. Alors déjà, c'est pas ça politiser ou gestion, mais alors bien sûr aux États-Unis, aux États-Unis de fou, ça a été un vrai bail justement Black Lives Matter par rapport à ça. Genre ça me paraît bizarre, et je pense que là où Usul, où il a raison, c'est que c'est plus elle parle d'eux en France. Ah bah oui, mais attends. Genre, ouais, mais quand même, il y a plein de jeunes qui se politisent quand même, qui parlent de l'antiracisme et tout. Par exemple, justement, l'antiracisme, ça fait des années que ça existe dans le pays, mais ces derniers temps, si ça en parle plus, tout ça, c'est aussi lié à des mouvements comme celui-là. Moi, il y a aussi Justice pour Adama. Bien sûr, bien sûr. Il s'est passé un certain nombre de choses. En France, il y a eu... En fait, ça s'accumule aussi. Il y a eu Zecler aussi, là, tu te rappelles? Ou Zecler, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, qui avait pris turbo cher aussi, qui avait bien scandalisé l'opinion publique. Et puis maintenant, dès qu'il y a une histoire comme ça, Naël, qui est la plus récente, tu vois, bah ça fait du bruit, quoi. Ça tourne sur les réseaux, en tout cas, ça discute. Jusqu'à carrément, il y a eu des émeutes. Donc, c'est sûr que tu peux pas comparer de façon. Black Lives Matter, c'était un truc aussi créé aux États-Unis, tu vois. Qui a une histoire, en plus, un rapport au racisme qui est encore différent, tu vois, forcément. C'est ça, c'est comparer l'impact de comment ça parle de la question palestinienne aujourd'hui en France avec Black Lives Matter, c'est compliqué. Enfin, si ce qu'elle dit, c'est au-delà des carrés noirs sur Insta où tout le monde était BLM, bien sûr. Si ce qu'elle dit, c'est les gens qui sont allés dans les rues, justement, les gens qui sont allés dans les rues à l'époque. On retrouve les mêmes aujourd'hui qui parlent de... Tu te rappelles, à l'époque, on voyait déjà dans Justice pour Adama, tu voyais déjà Frisk Corleone, Rebeu des Terres, tu sais, qui étaient déjà dans ces manifs-là, qui en parlaient déjà. Donc en fait, il y a une continuité quand même, tu vois. Bah oui. Mais c'est évident. En fait, moi, ce qui me paraît aussi un peu logique, j'ai envie de dire, c'est que, tiens, c'est marrant, des gens qui sont victimes de racisme sont particulièrement attentifs sur ces questions-là et ils en parlent. Bah oui, c'est... Oui, bah oui.
Politiser, c'est penser la situation de manière politique. C'est pas nécessairement est-ce que ça se transforme en acte de vote derrière. Voilà. La politique, c'est la cité des chances. C'est ton Ouais, côté. c'est mon Il faut que ça vote au bout d'un moment. En fait, c'est mon côté où, au bout d'un moment, quand on s'engage pas, en fait, derrière, même dans les associations, etc., on s'est engagé, ok, on a manifesté, mais. Allez, en manif. Après, justement, ça a un sens politique que ces jeunes-là, ils s'engagent pas. Ils préfèrent, ils vont préférer justement s'indigner sur les réseaux, tu vois. Plutôt que se dire qu'ils vont aller voter parce qu'ils ont l'impression aussi que le système ne les écoute pas, que de toute façon la police va les tuer, les massacrer, les machins, ou pas considérer, ou être islamophobes. Donc ils ont pas envie. C'est pour ça aussi qu'ils vont avoir souvent un discours où ils vont te parler de la Palestine comme des oufs. Et après ils vont dire moi j'aime pas la politique, c'est pas mon truc. Moi c'est toujours un truc chaque fois que moi j'entends quelqu'un me dire ça, j'ai un petit sourire, tu vois, parce que je suis en mode frérot, t'es politique, mais je sais pour les bonnes raisons en plus même. C'est-à-dire quand même la raison pour laquelle il va me dire j'aime pas la politique, moi je sais que c'est pour une bonne intuition politique qui est de se méfier. C'est ça, mais ça c'est parce que elle c'est. Bah oui, elle c'est une élue, elle est dans son truc aussi, elle doit essayer d'encourager. Elle veut probablement encourager aussi des gens à faire comme elle, donc je comprends son point de vue. Plus qu'élue, c'est l'associatif, gros. Ça rend teubé. Oui, voilà. Tous les gens qui viennent de l'associatif, ça rend teubé, gros, parce que en plus ils ont une supériorité morale à l'associatif parce que c'est pas être élu en plus, c'est un don de soi, quoi. Et toi, t'as vraiment été utile, t'as été dans une asso qui a vraiment fait des trucs. Et tous les gens qui ont été matrixés par l'associatif, politiquement, ils sont vraiment médiocres. Ouais, moi, surtout, ils en veulent aux autres. Vraiment, je l'ai toujours vu. Après, tu vois, elle, je la comprends, mais ils ont pas été utiles dans leur asso, mais non, politiquement, mais après, ils sont souvent teubés. Elle, je comprends son avis, mais là où je la critique, c'est que du coup, pourquoi tu comprends pas les autres, tu vois? Parce que toi, ok, je comprends. Enfin, moi, c'est pareil, tu vois. Genre, moi, je vais quand même voter et tout. Enfin, tu vois, genre, je vais être en mode frère, tu vois. Genre, l'engagement politique, il peut dépasser. Enfin, faut pas avoir peur, tu vois. Mais d'un autre côté, je comprends les gens qui vont me dire, ah, pour moi, c'est tout pourri, je m'en bats les couilles, tu vois. Je les juge pas. Au contraire, être moins optimiste que mes camarades de table, c'est que certes, je vois aussi un engagement de la jeunesse sur ce conflit-là. Je vois surtout un engagement clanique. Des deux côtés, attention. C'est-à-dire que les pro-palestiniens défendent la Palestine, les pro-israéliens défendent les Israéliens. Or, je pense que c'est un problème fondamental parce qu'il y a, de fait... Ouais, genre ton extrait de Zinzin qui a tourné de ouf. Bah oui, non, mais il se met dans... Lui, il se met pas... En fait, lui, il se met en recul, alors que justement, tout le monde a commenté son extrait en mode c'est une dinguerie de dire ça. Un souci de reconnaissance. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Axel Honneth qui a écrit un livre qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance. Et il écrit dans ce livre qu'un élément assez fondamental pour qu'il y ait une reconnaissance, c'est la notion de réciprocité. Du côté des pro-israéliens, il y a ce sentiment que les pro-palestiniens ne reconnaissent pas le drame qui s'est passé, et de drame en termes d'histoire juive, j'insiste sur ce point, et de l'autre côté, une sorte du côté des pro-palestiniens, une sorte de sentiment qu'en fait on néglige les victimes des bombardements en Israël, un sentiment qu'on ne veut pas reconnaître que, de fait, Israël, il y a des problèmes en matière de respect du droit international à bien des égards. Et je veux dire que chacun reste dans son camp et accuse l'autre de ne pas avoir de cœur. Et en plus... Voilà, hashtag analyse. Il n'y a pas de cœur. Oh là là, c'est un problème de cœur. Mais non, mais en fait, comment tu peux analyser un conflit militaire, une situation coloniale, parce que les gens, ils sont pas assez gentils, quoi. Genre, c'est la mort. Genre, c'est vraiment la mort de l'analyse politique, quoi. Genre, c'est fin. Et puis en plus, genre, les problèmes de droit international d'Israël, ça fait combien de temps? En fait, c'est vraiment ça aussi, tu vois. C'est que, genre, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, en fait, il y a un truc récurrent, quoi. C'est que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que la Palestine est colonisée, que les Palestiniens sont affamés, qui subissent des blocus, qui vivent dans les pires conditions. Genre, évidemment, et surtout, quand les pro-palestiniens ne font que reconnaître et parler du drame qu'il y a eu et du côté insupportable du massacre qu'il y a eu sur des civils, des exactions hyper violentes, tout le monde, à part 10 bandeurs, ont trouvé ça insupportable et horrible. Ce n'est pas entendu parce que derrière, il y a un discours qui est trop radical pour eux sur la question de la colonisation, sur la question de l'apartheid, du blocus, non, mais lui, etc. il a le droit de prendre de la hauteur, tu vois. C'est ça, comme si nous, on en prenait lui, il est pas. en mode, oh non, mais c'est bon, on reconnaît pas. Alors que, tu sais, genre, franchement, à part vraiment les plus gros races antisémites du réseau, j'ai vu beaucoup de pro-palestiniens dire c'est horrible ce qui arrive aux victimes israéliennes. Bien sûr. Mais bien sûr. Ce qui se passe, le contexte de colonisation, machin, tu vois. Et puis il est au long cours. C'est que t'as énormément de gens qui arrivent à condamner ce que fait le Hamas et en même temps d'être en mode
Après, il y a une colonisation depuis que soit 80 ans, tu vois. Genre, je sais pas, je trouve ça, que justement, ça. cette reconnaissance-là, elle est là aussi, tu vois. Et t'as l'impression que par contre, des fois, pour les gens qui vont être justement anti-palestiniens, et surtout anti-musulmans en vérité, en France, c'est beaucoup ça, tu vois. Que eux, par contre, là, c'est les barbares, c'est les animaux, c'est les sauvages, Mais c'est surtout, les terroristes, faut tous les tuer, là où il y c'est a pas un pareil. mensonge, Ouais, bah c'est bon. en plus, là où il y a un mensonge, c'est d'analyser les deux événements de manière singulière. Ça veut dire qu'il y aurait un truc qui commencerait à partir de l'attaque du Hamas et qu'il y aurait une sorte d'analyse qui devrait se placer entre les actes récents du Hamas et les actes récents de l'armée israélienne. Sauf que ça n'a pas de sens d'analyser la situation comme ça. Elle est bien plus globale, elle dure depuis bien plus longtemps, il y a énormément d'éléments à analyser, et notamment pour les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est pas juste ces bombardements qui arrivent là récemment en réponse à une attaque violente. C'est un truc qui dure depuis très longtemps. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire là, il y a eu. Tu sais, genre presque lui, il dit bon, on pourrait peut-être remettre à zéro l'attaque horrible du Hamas, les crimes de guerre d'Israël. Balle au centre, et ben du coup, en fait, on peut aller les uns vers les autres. C'est naïf et simpliste. Et puis je trouve que c'est le discours dominant, ça que t'as sur tous les plateaux, des gens qui disent faudrait qu'on s'aime. Tu sais, limite avec le petit truc de s'il n'y avait pas les religions. Comme toujours, ce gars-là, tu sais, c'est la position la plus progressiste sur le sujet, mais qui au final légitime à peu près la même chose. Non, mais après c'est facile, t'es dans le camp de la paix. Attends, c'est trop facile. Moi aussi, les gens, moi je vous le dis, moi je suis une Miss France. Hein. Moi je suis contre la guerre, je suis pour la paix, quoi. J'aimerais bien que toute la planète, tout le monde, tous les animaux et tous les êtres humains, ils vivent bien. Bon bah voilà, oui, ça c'est dit, et je le pense vraiment en plus, tu vois. Là, je me moque, mais je pense sincèrement ça. Moi, j'aimerais vraiment que la guerre, c'est un truc auquel j'ai même pas à réfléchir dans ma vie, en fait. Genre que ça n'existe pas, que je naisse dans un monde sans ça. Mais bon, cela étant dit, il y a une guerre et il y a des raisons de cette guerre et elles sont asymétriques, les raisons. Bon, bah, au bout d'un moment, si tu le nies, c'est que tu as un problème avec ta conscience. Si vous voulez, moi je suis très investi sur les questions de comment est-ce qu'on couvre ce conflit-là, parce que, comme je le disais, il y a un vrai impact en diaspora, c'est-à-dire en Europe et ailleurs, en matière d'augmentation de l'antisémitisme. Ouais, ça a été mesuré par beaucoup de chiffres. Et donc, de fait, je vais prendre à titre personnel des positions qui vont sembler en apparence très pro-israéliennes, parce que je sais que s'il y a des mensonges ou des diabolisations excessives qui sont faites, eh ben, ça peut déboucher in fine sur une augmentation de l'antisémitisme. Mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas... Ah, c'est son analyse du truc. Parce qu'attends, une chose, c'est qu'il a raison qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme. Oui, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, ça c'est indéniable. Pourquoi ? Parce que déjà, tous ceux qui veulent, déjà tous les racistes du pays, et tous ceux qui utilisent le racisme à des fins politiques, ils vont en ce moment, la priorité, les cibles, c'est d'abord les musulmans. Et ils vont utiliser les juifs pour cela. Ils vont justement faire exprès, tu vois, de monter les uns contre les autres. Et ils vont dire ça. Mais en vrai, ça ne sert pas les juifs. Au contraire, tu vois. Et ça, on l'a déjà dit des tas de fois. Ça, c'est des trucs sur lesquels vous irez voir les best-of sur lesquels on s'est déjà exprimé. Évidemment que du coup, ça fait monter l'antisémitisme puisqu'il y a des gens qui derrière se disent « Ah, ça y est, les juifs sont privilégiés » ou « chelou, la position du gouvernement vis-à-vis d'Israël » et ça va créer de la rancœur. Ça va créer une haine bizarre. Et donc forcément, il va y avoir ça. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, du coup, il peut pas avoir l'analyse de dire, justement, la situation de colonisation d'apartheid en Israël est tellement pas tenable qu'elle fait du mal et aux Israéliens et aux Juifs, tu vois. Et que, tu sais, non, il a pas cette analyse-là. Il est en mode, non, je suis un peu obligé d'être pro-israélien à cause de l'antisémitisme. Mais limite, ce qui est un peu triste, c'est que je me dis, il se fait baiser, quoi. Il se fait lui-même baiser par le truc, surtout quoi. que, tu vois, par exemple, tu peux prendre l'exemple de Tzedek, où eux, par exemple, ils adressent la question de la montée des actes d'antisémitisme, et ils le disent comme lui, que dans ces moments-là, il y a une montée de l'antisémitisme systématique, mais ils n'ont pas les mêmes constats sur les raisons, tu vois. Et qu'à un moment donné, c'est trop facile, tu vois. Genre d'être en mode mais moi je suis pro-israélien et je défends l'armée israélienne et je débunk les mensonges parce que sinon ils déclenchent de l'antisémitisme. Si c'était aussi simple, tu vois, ça me paraît et puis surtout en fait le problème aussi c'est de dire qu'à un moment donné du coup faut nier la colonisation, du coup faut nier l'apartheid, du coup faut nier les blocus. Du coup, faut nier la légitimité aux Palestiniens de pouvoir avoir un État et une autodétermination. Oui, c'est simplement un sujet, quoi. C'est un sujet, mais il faut faire attention. Wissam a raison, alors que 90% du discours médiatique est déjà pro-israélien, en plus, Wissam. Bah oui, et puis ce discours pro-israélien qui alimente deux choses, quoi. L'islamophobie d'une part, mais aussi l'antisémitisme, ça j'en suis sûr, quoi. Bah, de toute façon, faut voir les antisémites notoires, là, que ce soit des évangéliques
au RN ou à tous les soubresauts là, de la part de l'extrême droite. Donc vraiment, des gens qui sont antisémites depuis toujours, ça fait partie de leur ADN, c'est qui d'un coup sont pro-Israël, tu vois. C'est aussi à ce genre justement d'alliés étranges là que ça fait poser des questions, tu vois. On devrait pouvoir reconnaître la part qu'il y a dans l'autre, et il est évident que le Hamas ne représente pas l'intégralité des Palestiniens, il est évident qu'ils ont droit à un État, il est évident qu'Israël, en matière de respect du droit international, il y a des difficultés qui sont pesantes, que ces dernières années, les solutions... Genre, moi je suis désolé, je pourrais entendre son discours, mais dire des difficultés pesantes, ça dit tout en fait. C'est que, par exemple, par rapport lui au Hamas, il est vraiment en mode, et moi je pas crime de guerre, sa position, il est en mode c'est des terroristes à but génocidaire qui veulent tuer tous les juifs dans le monde entier. Il l'a dit déjà la dernière fois, c'est dans leur statut, etc. Tu vois, et en soi, position qui peut se défendre. Tu vois, même Paul Hellec, qui est clairement un militant pro-palestinien, qui parlait du Hamas, qui dit oui, c'est une organisation antisémite, c'est indéniable, etc. Tu vois, genre c'est une analyse qui est assez logique, tu vois. Mais du coup, à côté, des crimes de guerre un peu présents, etc. Machin, Paul Bellec, oui. En fait, c'est ça. Son discours, en plus, dans un truc de vraiment, vas-y vraiment sur les deux côtés, tu vois. Encore une fois, son discours, on pourrait l'entendre justement. Il dit, faut reconnaître à l'autre. Il dirait, il y a des crimes de guerre d'un côté, tu vois. Bah, tu vois tout de suite, mais pourquoi il le dit pas à votre avis? Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que sa position, moi, je la trouve hypocrite, en fait. C'est qu'il essaye de faire justement le plus woke des woke, tu vois, le malin parmi les malins, c'est celui qui arrive et qui dit ah regardez, moi c'est bon, je prends du recul, contrairement à vous, j'évite de tomber. Pourquoi pas, tu vois? Mais sauf que du coup, bah ça se sent qu'il y a des choses qui coincent, il y a des choses qu'il a pas envie de dire, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Il y a des difficultés pesantes. Israël n'a pas respecté plus de 100 résolutions de l'ONU. C'est plus que des difficultés. Bah, c'est ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il y a une incapacité à... Tu vois, parce qu'en plus, moi, tu pourrais avoir une position de condamnation radicale du gouvernement israélien et une défense de la légitimité de l'État d'Israël. Pourquoi même, tu vois, avec position avec laquelle genre, ça reste de la colonisation. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est que au moins, quand tu te présentes comme un libéral progressiste, ça me paraît être faisable de tenir cette double position, tu vois, genre qui est en soi, qui est aussi une part un peu une arnaque, mais tu vois, mais c'est même ça, tu vois, c'est que ça euphémise tout, quoi. Ce qui me fait rire aussi, comme d'hab, t'as la fille qui dit crime de guerre pour pas dire terrorisme. C'est tout le monde parle de cet euphémisme scandaleux. Oui, lui, il va dire il y a des difficultés pesantes. Mais voilà. Personne va notifier que c'est un euphémisme. Tendu à l'Assemblée nationale. Alors, tendu à l'Assemblée nationale, je ne saurais pas le dire, mais il y a aussi la question du conflit au Proche-Orient qui divise la NUPES. Et quand je dis qui divise, ça a carrément été l'argument utilisé par le PCF pour acter sa sortie de la NUPES, et ça a été l'argument pour le PS pour dire un truc très socialiste, comment ils ont dit ça déjà, un moratoire sur la participation à la NUPES. C'est le dernier clou sur le fauteuil de... Mais ça quelle hypocrisie! Vraiment, ceux qui croient premier degré que c'est à cause de la position de la fille sur la question palestinienne qu'il y a une rupture dans la NUPES, ils sont si naïfs politiquement, ils sont vraiment genre c'est se faire avoir. Je ne sais pas si c'est le dernier clou. Je savais pas, du coup maintenant je le saurais. Au fond, la vie politique est toujours pleine de rebondissements. Ce que je note en revanche, c'est qu'il y a une vraie scission. Je ne crois pas au fond sur la question géopolitique. Mais comment pour la simple parle, ça m'angoisse. Gros. Je ne crois pas au fond à la question géopolitique. Ah, mais vraiment, c'est quoi? Mais le gars, il se voit déjà. Il a déjà 60 piges dans une émission de grande bourgeoisie là, sur la télé, quoi. Bonne raison. Si vous écoutez, pardon, quand Elisabeth Borne a répondu aux questions au gouvernement il y a 2 semaines, je crois, et que l'ensemble des présidents de groupe ont pris la parole pour interroger la position française, alerter sur les idées de chacun en matière de qu'est-ce qui est juste ou injuste. Et du coup, on comprend les groupes de gauche, globalement, ont eu la même parole, qui est de dire Israël a le droit de se défendre, pas à n'importe quel prix, la vie des Palestiniens compte, il faut un État palestinien, etc. Je ne suis pas sûr que la scission soit sur des questions géopolitiques, c'est sur plutôt la vision qui sous-tend cette prise de position. Et cette vision, et c'est là où il y a une grande différence, c'est que la France insoumise, au fond, a adhéré à un discours qui consiste à dire il n'y a que contextualisation dans ce conflit. On n'a pas acté que c'était d'abord une action,
Alors, pour développer un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends rien, je suis désolé. Vraiment, en plus, en dehors. Alors, il dit, donc en vrai, la gauche, elle est plutôt d'accord, mais la fille, ils ont foiré. Mais alors, sur quoi? Attends, en fait, déjà, attends, mais ce gars, en dehors des dissensions politiques, on comprend rien à ce qu'il dit, quoi. Il est pas clair. Crois que justement, il fait un peu exprès. Il trouble ses eaux pour les rendre profondes. Alors, moi, je pense que cette phrase, elle est belle. Je pense aussi que il s'était senti trop libre la dernière émission, que ça lui est retombé dessus. Du coup, il prend plus de pincettes là. Ouais, il y a moyen. Je pense, parce que la dernière fois, une action. Je pense qu'ils ont pris vraiment cher backseat sur les dingueries qu'ils ont sorties pro-israéliennes. Je pense qu'ils se sont dit wow, tu vois. Il y a un auteur qui s'appelle Moshe Poshton qui a écrit un article sur la réaction des différentes gauches. C'est un auteur de gauche, hein, sur la réaction des différentes gauches lors des attentats du 11 septembre. Ouais. Ce qu'il a dénoncé dans cet article, c'est qu'il a dit l'attentat du 11 septembre, selon certains, serait une réaction à l'impérialisme américain, ce qui est pour partie vrai. En revanche, il dit une réaction, c'est aussi une action qui est fondée elle-même sur une vision du monde qu'il nous appartient de juger si elle est juste ou pas. Et là, du coup, c'est quoi cette vision? Eh ben, justement, la France insoumise n'a pas acté que le massacre qui a été fait le 7 octobre est fondé sur une vision qui, des aveux publics des dirigeants du Hamas, vise à l'éradication des Juifs. Et donc, quand Mélenchon, sa première action, c'est de dire la violence entraîne la violence, c'est certes vrai, mais il y a une étape avant, qu'il y a une violence manifeste, qui est profondément antisémite, et qui n'a pas été reconnue comme telle. Et d'ailleurs, tous les débats terroristes... C'est ça qui est reproché, du coup. Ça en fait des mots pour reprocher à la fille... de dire, ils ont raison de dire contexte, mais quand même, un peu mal placé. Et c'est le terme terroriste, d'ailleurs, qui est en train de crisper tout le monde. Quelle est la nature de l'entité Hamas, la nature politique? Et là-dessus, la France Insoumise ne répond pas. Lorraine, est-ce que tu penses que c'est un casus belli pour la France Insoumise, cette histoire? En fait, moi, déjà, j'en ai marre d'entendre parler de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolée. Mais en fait... il pèse, le bonhomme, quand même. Hein. Il a encore été testé dans un sondage. Là. Mais en fait, moi, je trouve ça dommage. La gauche Je plurielle. suis désolé, mais c'est... que des avis... Évidemment qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier parti de gauche et le candidat probable du premier parti de gauche. Non, il ne se présentera pas. Il a donné sa place à Mathilde Panot, Raz. Donc pourquoi tu dis ça? Elle dit la même chose, du coup on s'en fout déjà. Parce qu'au final, on lui a reproché la même à Mathilde Panot. Du débat parlementaire, je trouve que Mathilde Panot a été hyper claire. En fait, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair en l'occurrence. Et donc là, on va dire... alors, mais attends. Du coup, mais elle a dit la même chose que justement, genre même le reproche, c'est que tout le monde suit la ligne du vieux, c'est ce qui a été fait. Mélenchon a dit ça, il a tweeté ça, ok, mais les parlementaires, au final, ils ont dit quoi? Ouais, mais ça compte, tu peux pas détacher Jean-Luc de la France Insoumise et la France Insoumise de Jean-Luc. Moi, j'adorerais te suivre. Surtout que Panot a rejoint. J'aime bien. Jean, il est en mode, non mais moi, si seulement, c'était comme tu le dis. J'aimerais tellement... Il va dire, elle dit la même chose. Regarde, il va dire, elle dit la... Corbière et d'autres ont acté qu'ils avaient une vraie différence, notamment sur la question du terrorisme. Donc je ne suis pas sûr que ça se résume que à rapport à quoi? Sur la question de qu'est-ce que le Hamas, est-ce que c'est terroriste ou pas? Et Corbière, Ruffin, etc., eux, ils sont allés plus franco. Et c'est une manière elle a même pas suivi ça? Non mais attends, je suis désolé. Quand tu viens faire être une chroniqueuse politique et que t'es même pas au courant qu'il y a eu la scission au sein de la FI sur cette question-là, non mais là c'est grave, là je suis désolé, il y a un problème là. Moi je trouve ça méprisable, vraiment méprisable, ce que certains sont en train d'essayer de jouer comme coup à gauche, qui de toute façon était acté depuis longtemps, c'est-à-dire bon la NUPES a commencé à les faire chier, c'est vrai que Mélenchon il est chiant hein, dans son coin, machin. Tu parles de qui quand tu dis certains, c'est les partis ou tu parles de Corbière? Je parle de l'aile droite du PS qui veut de toute façon sortir du truc depuis longtemps, je parle d'autres qui veulent jouer leur propre partition, etc. Et utiliser ce contexte-là, ce truc-là, qui est quand même particulièrement grave, qui est quand même particulièrement sérieux, pour jouer leur petit truc, moi je trouve pas ça à la hauteur de la situation. C'est sérieux en même temps de savoir qu'est-ce que l'entité Hamas? Mais si c'était pas ça, c'était autre chose. Mais il y avait avant, c'était par exemple la manifestation. Je comprends qu'il y a des questions d'instrumentalisation. Si on parle de la gauche, parlons de la gauche. Les premières tensions, elles apparaissent bien avant. Et elles sont particulièrement fortes aussi au moment de quand il y a la mort de Naël et que Jean-Luc Mélenchon dit pas. Il a oublié une étape importante. Il a oublié l'étape du débat sur l'apartheid. Ce qui est singulier, c'est que justement,
quand il y a eu la question de l'apartheid qui a été amenée, ça a déjà créé débat, notamment avec les plus radicaux de l'aile droite du PS, etc. Et que là, il a réussi à avoir un accord commun malgré tout. Et que là, justement, ce qui est précis, c'est que des gens reviennent même sur les positions avec lesquelles ils étaient d'accord à l'époque, clairement, pour pouvoir baiser la NUPES, quoi. Bref. Mais là où il a raison, je trouve, c'est de parler de Naël en vrai. Parce que, oui, non, mais là, oui, t'as raison. En fait, chaque événement dramatique et qui tient bizarrement, il y a des Arabes dedans. C'est le prétexte pour la NUPES de pouvoir jouer leur petit numéro de allez, on fait tout pour chier sur Mélenchon, alors que si on est là, c'est grâce à lui, quoi. Moi, je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Et là, on voit tout un axe d'une gauche qui n'a pas réglé tout un certain nombre de questions. Oui. Son rapport à la police, son rapport à l'impérialisme, son rapport à son passé colonial aussi, à cette gauche-là. Et c'est tout ce rejoue-là. Tu veux dire que chacun devrait se regarder le nombril et faire son propre examen de conscience avant de donner des leçons aux autres? Vous savez, après... Mais en fait, il y a beaucoup de hashtag analyse dans cette émission. Faudrait qu'elle s'appelle hashtag analyse, moi, je trouve. Surtout, c'est vraiment la politique des individus, quoi. C'est que le problème, c'est toujours des positions individuelles, d'autocritique, et en plus, il y a la jeunesse, elle n'est pas d'accord, etc. En fait, ils n'arrivent pas à réfléchir en rapport de force politique, ils n'arrivent pas à réfléchir en stratégie politique, ils arrivent... Enfin, tu vois, genre, c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est pas simple. Surtout, en fait, il y a aussi, tu sais, t'as l'impression qu'il y a un prérequis de bonne foi des deux côtés. Mais moi, la bonne foi politique, qui serait un examen de conscience personnelle, je la donne ni à la France insoumise, ni à ses ennemis dans la NUPES. C'est qu'à un moment donné, la vérité de la situation, c'est qu'il y a un rapport de force, c'est que la France insoumise est hégémonique à gauche. C'est le plus gros parti de gauche qui a le plus gros réservoir d'électeurs. Donc, évidemment, que eux, ils jouent le rapport de force de l'hégémonie, que derrière, ils agissent comme s'ils n'étaient pas minoritaires, alors que de fait, ils le sont. Genre vraiment, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a oublié ça. C'est que traditionnellement à gauche, quand tu es le plus petit parti, tu ne prends pas la position comme si tu étais hégémonique. Et là, ce que font les autres partis de la NUPES, c'est ça. Ils agissent comme s'ils étaient d'égal à égal électoralement à la France insoumise, ce qui est de fait faux. Donc c'est normal que la France insoumise, ils se sont même fait sauver leur cul. Ils se sont fait sauver leur cul, et c'est évident que tu le regrettes ou pas, mais de fait, c'est évident et logique, et ça serait incompréhensible que la FI ne joue pas la game en position hégémonique, en fait. Genre, c'est... Enfin, à un moment donné... Et là, je prends même pas... Genre, moi, je suis même pas en train de dire c'est bien ou mal. C'est juste, c'est de fait. Genre, moi, j'ai passé ma vie à militer dans la chez les minoritaires, et on le prenait en compte. Même en étant contre le reste, ça veut dire que ça donne la nécessité d'avoir une gestion de ta position précise, en fait. Alors que là, eux, ils agissent vraiment comme si c'était une discussion d'égal à égal. Ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'il y en a, ils disent dans le chat, ils réfléchissent aux européennes. Je pense que c'est pas si faux. C'est qu'ils se disent non, mais on est égal, on est égal sur d'autres sujets. Hein. Ça, c'est réel. Au local et aux européennes, c'est nous. Hein. C'est ça. Et il y a ça aussi. Moi, je pense aussi qu'ils se disent on ne l'est pas pour l'instant, mais Mélenchon va partir, on le deviendra. Et puis coup, justement, il participe à la diabolisation. Voilà, c'est ça. Justement, il participe à la diabolisation de Mélenchon pour pouvoir se débarrasser de lui et essayer de reprendre le pivot vers eux, quoi. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que si les gens votent Mélenchon, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas envie de voter pour eux. Mais bon, ça, on l'a déjà dit 100 fois. On va pas revenir sur Manuel Valls et les deux gauches irréconciliables, mais on pensait que cette gauche-là, justement, cette gauche réactionnaire, cette gauche coloniale, cette gauche Manuel Valls, cette gauche autoritaire aussi, avec un rapport aux flics. Pro-israélienne aussi, on peut le dire. Hein. Ouais. On pensait qu'elle avait perdu parce que Mélenchon avait incarné autre chose, en essayant de parler autrement pendant la campagne présidentielle avec le score qu'on lui connaît. On pensait que cette bataille était gagnée. Il y en a qui veulent refaire le match, tout est bon pour refaire le match, y compris sur le dos de sujets, qui mériteraient d'être traités un petit peu mieux que ça, que par opportunisme. Mais est-ce que dans cette gauche-là que tu dénonces, tu mets aussi Alexis Corbière, François Ruffin? Bien sûr. J'ai l'impression que c'est ce que tu dis. Non, mais eux, après, je les ai pas vus surfer. Il a bu trop de verre avec eux. Il a bu trop de verre avec eux, il est encore dans l'attachement. Et puis, il sait très bien. Ça se voit là. La même vulgarité sur ces questions-là. Je les ai. De style peut-être. Aussi leur interview dans le monde. Grosse interview. La grosse interview de François Ruffin qui met les points sur les i vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors je sais pas si. Pourquoi ils y vont pas aussi fort? C'est que pour l'instant, moi, je pense que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas trop de portes de sortie pour l'instant. Mais le jour où ils seront sûrs d'avoir une place ailleurs, ils vont engrainer la guerre, en fait. C'est que là, le problème de Corbière et Garrido, là, tu vois, ils essayent de se rapprocher du PS. Ils ont fait un move, là, à la sortie de l'Assemblée. Ils ont, tu sais, souvent, il y a les questions avec les journalistes. Et donc, du coup, souvent, tu vois, il y a les gens de la FI qui sont ensemble, qui répondent à des questions, les gens du PS ensemble, etc. Et là, la dernière fois, Garrido s'est montré avec les gens du PS plutôt qu'aller avec les gens de la FI, tu vois. Donc, tu sens que ça commence
commencent à jouer des moves pour essayer de sortir du bousin et de se rapprocher d'autres. Tu vois, pareil, il y a l'info qui est sortie des dîners du siècle de la NUPES où tu avais Ruffin, Corbière, Garrido, Jérôme Gage, Bayou, Rousseau, etc. Tu vois, donc en gros, tous les plus libéraux et les plus traîtres de chaque parti qui bouffent entre eux pour essayer de faire un truc. Tu vois, donc là, ça commence à se voir, donc ils accélèrent un peu le mouvement, tu vois. Genre, ils accélèrent un peu le truc, etc., etc. Tu vois, mais en même temps, Ruffin, Corbière, Garrido, tout le monde les déteste au Parti communiste. Tout le monde déteste Corbière et Garrido, notamment à cause de Montreuil. Au PS, pareil. Enfin, tu vois, genre là, ils sont dans une sauce où la porte de sortie est pas sûre, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont plus mous. S'ils sont au point du divorce tous les deux. Enfin, visiblement, d'après les journalistes qui se sont penchés sur l'ambiance en ce moment au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ça a l'air d'être un enfer. Avec Garrido en plus. Là, Raquel Garrido, Garrido, elle va se faire convoquer pour se faire engueuler. Ouais, non, mais Raquel, ouais. Donc, ça arrivera même pas. Bon, mais je trouve ça intéressant parce que ça. Là, il a fait next, le vieux. Je sais pas, il y a un article, je sais pas si tu l'as vu, Dany, où le vieux, il est en mode. Mais de toute façon, en gros, le vieux, on lui demande la question est-ce que vous vous inquiétez de cette alliance-là, le repas, les Garrido, Corbière, Ruffin, Tondelier, machin. Et il est en mode mais non, ils se détestent tous. Je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de danger. Et de toute façon, à propos de Corbière et Garrido, il dit mais qu'ont-ils fait ces gens-là à part me connaître? Oh le bâtard. Oh là là, le vieux, moi je suis désolé. Après, bon, Corbière, c'était son meilleur poteau pendant longtemps. Bah oui, après, là, moi, alors, t'as totalement raison aussi. Il a tendu le bâton pour se faire battre, à garder ces peine-culs du parti de gauche qui sont des fous merde à la con depuis toujours. Dans leur HLM, ah ouais, ça c'est vrai. Quoi. Ah c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai l'impression que ce qui s'est passé au Proche-Orient est une espèce d'opportunité bienvenue pour des partis qui en fait voulaient la fin de la NUPES depuis un bout de temps, et c'est le cas du PCF et c'est le cas du PS à sa manière. Alors le PS, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'Olivier Faure, il est un peu dans la merde. Il a un congrès en décembre prochain. Ah, lui, il va pas sûr qu'il s'en sorte grandi après parce qu'il est accusé par les anti-NUPES d'être à la remorque de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, pour le coup, en ce moment, ça se passe mal pour lui. Les écolos là-dedans, j'ai toujours du mal à les voir. Mais pour le coup, on recevra Sandrine Rousseau, je vous rappelle quand même, dans la deuxième partie de cette émission. C'est pratique. Du coup, on va avoir une info réponse. On va en parler. Ah ouais. Lorraine. Mais moi, je voulais juste, en fait, un peu déplorer le fait que finalement, sur la NUPES, c'est devenu un peu une affaire de personne, en fait, quelque part, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils personnalisent plus le débat et justement que c'est Jean-Luc Mélenchon qui cristallise toutes les tensions, etc. et que c'est en mode qui est pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'au final, et moi, par exemple, ce qui m'avait étonné dans la position du... Mais il a fait 25%. Allô. Puis c'est pas... Non mais attends, et même là, et au-delà de ça, c'est ses idées. Bah oui. Ce qui dérange les gens, c'est que Mélenchon, il a des idées de gauche. Et qu'il a transformé la gauche française, en fait. Oui, et qu'il les défend puissamment et que les gens, ils sont attachés à ces idées-là, notamment, par exemple, en ce moment, l'antiracisme, parce que clairement, avec les débiles de la NUPES, c'est pas avec eux qu'on va penser un minimum ce qui se passe, là. De fou. Ils seraient pas là à tenir la ligne. Avec même d'un point de vue anti-Mélenchon. C'est que, par exemple, moi, je serais un opposant à Mélenchon. Évidemment que l'ennemi à abattre, c'est Mélenchon. Ça veut dire que nier l'importance et la centralité de Mélenchon est une erreur, que tu sois pour lui, pour ses idées ou contre ses idées. Si tu es contre ses idées, la première figure à détruire et à abattre, évidemment que c'est lui. Mais là, c'est résumé participe énormément à tenir le truc. C'est ce qu'on aime sa personne ou non, alors que c'est... Putain, mais... En fait, mais non, c'est une question de rapport de plein force. la gueule, c'est pas pour ça, quoi. Bah oui, c'est une question de rapport de force. Aussi qu'il lâche pas sur ces idées-là. Historiquement, on le voit notamment dans les mairies. Moi, je vis dans une ville où il y a clairement des affiches par rapport à anti-colonisation par rapport à la Palestine, etc. Et là, ils se disent non, on fait scission avec LFI. Et moi, ça, franchement, historiquement, je ne me l'explique pas. Ouais. Et c'est pour ça, et c'est ça. C'est pas juste une question de personne, hein. C'est spoiler, c'est juste ça. Déjà. Bah voilà. Première. Et puis c'est pas parce que il y a dans ta ville des affiches pro-palestiniennes que l'appareil du Parti communiste va pas tout faire pour défoncer la FI parce que c'est leurs ennemis électoraux. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes de rapport de force. Il n'y a pas des positions politiques sorties de nulle part. Ouais, mais elle rappelle à la début, nous on est la gauche plurielle, on l'a fait avant la NUPES. L'air de dire, je pense qu'elle, c'est sa position, c'est dire c'est bon, on peut être unis, tu vois. Du coup, elle comprend pas. Non, mais je pense qu'en plus, c'est sincère, ça a l'air d'être sincère le truc de se dire, je comprends pas pourquoi ils se font la guerre, quoi.
quoi? On pourrait être copains? Elle va se faire bouffer, quoi. Il y a un truc un peu personnel, ou en tout cas des trucs vraiment des tensions interparties, plutôt que vraiment par rapport au conflit. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont même pas en accord avec la position de leur propre parti. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien résumer ça. À tout pour bouffer la fille. C'est pour ça que c'est choquant. Et puis en plus, des gens pas d'accord avec la position de leur propre parti. Allô, l'histoire de tous les partis politiques de tous les temps, en fait. Des problèmes d'ego, des problèmes de posture et d'appareil. J'ai l'impression que c'est quand même un chouïa plus profond que ça. Il y a les deux. Merci Jean. En fait, même Jean, il est obligé de dire mes chroniqueurs sont trop gays aujourd'hui. Oui, de fou, merci. Heureusement qu'il est là, c'est une dinguerie. Il est obligé de dire à ses Attends, je comprends pas ce que tu dis. Non, mais bon, c'est un peu plus compliqué. C'est chaud. Voilà, la NUPES, on le sait depuis le début, on l'analyse depuis le début. Il y a des sujets, un peu des éléphants dans la pièce, il y en a plusieurs. Il y a plein d'éléphants. Depuis le début. Sur des sujets sur l'Europe, sur la laïcité, sur. Voilà. Oui, et Jean-Luc Mélenchon ne tient pas à faire plus que ça l'union de la gauche. Lui, il veut faire l'union populaire. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a un certain nombre de formations de gauche dans lesquelles les positions des militants, des électeurs ne sont pas exactement les mêmes que les positions des cadres. Totalement. Qui sont nécessairement, en effet, dans leur jeu d'appareil, certes, mais aussi qui pensent politiquement un petit peu différemment, qui sont un peu plus réactionnaires aussi, et que parfois pas à l'écoute. Il n'y a pas une affaire de classe aussi? Oui, une affaire de classe, et parce qu'ils ne sont pas à l'écoute aussi de l'électorat, de comment bouge l'opinion, et puis après ils se retrouvent, ah merde, Mélenchon il a fait 22%, on ne parle plus à personne. Bah oui, vous ne parlez plus à personne. Il y a un décalage là-dessus. Ouais, j'adore, elle l'a dit dans l'autre sens, j'adore, elle l'a dit dans un sens, et Zul l'a utilisé dans le vrai sens. Oui, c'est ça. En disant, oui, t'inquiète. Mais ça, c'est vrai pour ELV, PS, PCF. Bah oui. C'est qu'ils sont en mode, ah non, c'est sûr, on a raison, bien sûr. Tout le monde autour de moi pense comme moi. Tous mes amis artistes de gauche ont la même idée. Donc ça devrait bien se passer. Et après, ils découvrent que les gens sont en mode, non. On s'emmerde là, je trouve. Ça y est, on a. Ouais, de toute façon, il est tard, j'ai faim, j'en ai marre.